Cette présentation sera consacrée au réalisme, mouvement littéraire, culturel et artistique du XIXe siècle. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les origines du réalisme avant d'analyser ses principales caractéristiques. Les œuvres de Gustave Courbet, en s'inspirant de la réalité provinciale, banale et humble, marquent le début de la bataille réaliste dans les années 1850. Un cénacle d'artistes et d'hommes de lettres se forme autour de Courbet, et les romanciers Champfleury et Duranty se font les théoriciens du mouvement. Or, Stendhal et Balzac ont composé leurs œuvres avant 1850, et on ne saurait pour autant les écarter du réalisme. Nous allons donc entendre le réalisme non comme une école, mais comme un grand courant qui parcourt le XIXe siècle. Nous verrons dans un premier temps en quoi Stendhal et Balzac s'inscrivent dans ce mouvement à la manière de précurseurs. Stendhal, de son vrai nom Henri Beyle, est reconnu aujourd'hui comme étant l'un des écrivains majeurs du XIXe siècle, même si la plupart de ses œuvres laissa indifférent l'ensemble de ses contemporains. Dans Le Rouge et le Noir, roman publié en 1830 et dont vous avez un extrait dans votre brochure, Stendhal fait le choix d'intégrer un récit romanesque dans l'histoire contemporaine. L'histoire avec un grand H occupe une place majeure dans ce roman, d'ailleurs sous-titré Chronique de 1830. Le titre a une signification symbolique donnée par Stendhal, je cite. Le rouge signifie que, venu plus tôt, Julien eût été soldat. Mais à l'époque où il vécut, il fut forcé de prendre la soutane, de là le noir. Faute de pouvoir réussir par les armes, on tente donc de parvenir par les ordres. Cette œuvre s'inscrit dans la lignée des romans d'apprentissage et est l'occasion d'une double étude. D'abord l'étude de l'évolution individuelle d'un personnage, qui est marqué par le conflit permanent entre ambition et sensibilité. Ensuite, l'étude d'une société défendant ses valeurs et ne laissant guère d'espoir à celui qui n'a pas la chance d'être bien né. Pour écrire ce roman, Stendhal s'est inspiré d'un fait divers, celui de deux hommes qui ont tué leur maîtresse, l'un par déception amoureuse, l'autre par ambition déçue. Historien des passions, Stendhal décrit et analyse les motivations psychologiques de son héros, Julien Sorel. Dans le texte proposé par votre brochure, vous en avez un exemple. Le lecteur assiste à la transformation du défi amoureux en un véritable devoir, l'orgueil finissant par l'emporter sur les sentiments, comme le souligne la phrase « Non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser ». C'est dans Le Rouge et le Noir que Stendhal propose sa fameuse définition du roman, je cite, « Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir. Accusez plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. » Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est de noter d'une part la volonté du romancier de refléter la réalité, et effectivement ses œuvres reposent sur une solide documentation historique. On peut véritablement parler de tableaux qui reflètent le réel. D'autre part, cette définition met l'accent sur la portée engagée véhiculée par le roman qui s'efforce de dénoncer les travers de la société. En effet, de manière générale, chez Stendhal, l'épanouissement de l'individu est contrarié par la société. Les héros stendhaliens souhaitent vivre, guidés par les élans de leur cœur, dans une société qui veut les ignorer. Le choc, vous le comprenez bien, est donc inévitable. Ceci explique en partie pourquoi Henri Beyle fait dans ses romans la satire de la société. Il dénonce le conservatérisme de l'Église, le parasitisme de l'aristocratie et la peur de perdre ses privilèges de la bourgeoisie. Par ailleurs, il est intéressant de souligner dans la définition précédente le fait que, chez Stendhal,
le miroir soit spécial, puisqu'il présente une réalité à partir de la conscience d'un personnage. Par exemple, dans le roman d'Henri Beyle, La Chartreuse de Parme, publié en 1839 et écrit, pour la petite anecdote, en 52 jours, le lecteur découvre dans l'extrait que vous avez dans votre brochure la bataille de Waterloo à travers le regard désorienté du héros Fabrice del Dongo. C'est prouvé par la présence de nombreux verbes de perception visuelle, de perception auditive. Ce réalisme stendhalien si particulier, qui refuse donc la position de romancier démiurge omniscient, peut être qualifié de réalisme subjectif, et de fait accroît l'illusion du vrai. Notons enfin que l'écrivain refuse les épanchements du style romantique. D'ailleurs, il aimait à dire qu'avant d'écrire, il s'imposait la lecture de quelques pages du Code civil pour s'imprégner d'un style sec et logique. Ceci explique pourquoi Stendhal n'hésite pas à se moquer de ses personnages quand ils deviennent trop sentimentaux. En liant dans les détails le destin d'un héros populaire et la réalité politique et sociale de l'époque, Stendhal fait figure d'initiateur du réalisme. Balzac est un auteur très fécond. Il a écrit au moins 93 romans, dont les plus connus sont Les Chouans, publié en 1829, Eugénie Grandet, paru en 1834, Le Père Goriot, publié en 1835, et j'en passe. Alors pourquoi autant d'œuvres ? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, depuis la monarchie de juillet de 1830 et jusqu'à la fin du règne de Louis-Philippe Ier en 1848, la quasi-totalité des romans paraît sous la forme de feuilletons. Les écrivains sont payés à la ligne. Or, Balzac a eu très tôt des problèmes d'argent parce qu'il menait un train de vie important et parce qu'il devait rembourser des dettes suite à un mauvais investissement dans le monde de l'édition. La nécessité a donc contraint Balzac à écrire beaucoup, et remarque personnelle, on ne peut que s'en réjouir. Le romancier balzacien rassemble tous ses romans en un ensemble unique, dont la cohésion est assurée par un principe de retour des personnages d'une œuvre à l'autre, ainsi que Beaumarchais avait pu le faire avec sa trilogie figaresque. En 1842, Balzac choisit d'intituler cette fresque globale la Comédie humaine. Dans son avant-propos dont vous avez un extrait dans votre brochure, il explique que son ambition est d'effectuer sur la société de son temps une étude exhaustive et détaillée comparable à celle que réalisent les scientifiques sur les variétés zoologiques. Je cite la phrase qui résume son projet. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la société ? Cette classification implique une observation minutieuse du quotidien de la première moitié du XIXe siècle. La Comédie humaine est donc un tableau fidèle de la société française. Rappelons que ce projet regroupe 2000 personnages. Cependant, cette peinture de types sociaux permet à Balzac de révéler ce qui se cache de plus intime au sein de cette société. Ainsi, en représentant les personnages, Balzac se fait aussi le peintre des mœurs en montrant que les passions sont le moteur de l'intrigue. Il ne copie pas seulement le réel, il tente de l'expliquer en soulignant les travers d'une société dure envers les faibles et qui accomplit sournoisement des crimes sociaux. On pense par exemple à l'abandon d'un père, ou à la ruine d'un honnête homme, etc. La comédie humaine est donc à la fois l'histoire et la critique de la société. Comme nous l'avons dit précédemment, Balzac s'appuie sur la science pour organiser sa gigantesque fresque. Mais ce socle scientifique se retrouve aussi dans son écriture. Par exemple, il reprend la thèse scientifique de l'époque, selon laquelle il existe une influence réciproque entre l'être vivant et le milieu dans lequel il vit. C'est notamment perceptible dans les Incipit du Père Goriot, publié en 1835, et d'ailleurs dédié au savant Geoffroy Saint-Hilaire. Vous en avez un extrait dans votre brochure.
On peut noter le célèbre chiasme s'appliquant à Madame Vauquet: toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Autre exemple scientifique, la physiognomonie, théorisée par Lavater, qui établissait une relation scientifique entre les traits physiques et les traits de caractère. Le démoniaque Vautrin, alias Trompe-la-Mort, en est un parfait exemple, avec ses cheveux rouges briques, courts, qui rappellent une âme infernale. Balzac est donc en quelque sorte le père du réalisme, en rendant compte minutieusement des interactions entre un individu et son milieu. Comme Stendhal, la peinture s'accompagne d'une portée critique en dénonçant les travers d'une société vicieuse. Nous verrons dans un second temps ce qui donne officiellement naissance au réalisme et quelles sont les caractéristiques de ce mouvement. La secousse politique et sociale de la Révolution populaire de février 1848 a des répercussions jusque dans l'art. Ainsi, Gustave Courbet, en peinture, rejette l'idéalisme et l'académisme de l'époque, en composant des toiles qui suscitent de violentes polémiques. Vous trouverez dans votre brochure à la page 44 l'un des tableaux responsables de son surnom, Courbet, le peintre du lait. Ce tableau s'intitule L'enterrement à Ornans et il a été peint en 1849. Alors très rapidement, à votre avis, pourquoi ce tableau va faire polémique? Eh bien, on note que Gustave Courbet puise ses sujets dans la réalité provinciale, une réalité quotidienne, banale, humble. Courbet souhaite représenter sans l'embellir le réel dans tous ses détails. Le peintre du lait refuse donc les conventions bourgeoises de l'époque. Autour de lui, un cénacle d'artistes et d'hommes de lettres se forme. Duranty et Champfleury se font les théoriciens du mouvement. Ce dernier, dans sa préface au réalisme, publiée en 1857 et dont vous avez un extrait dans votre brochure, analyse ce concept en émettant quelques réserves. Je cite: qu'il naissent tout à coup quelques esprits qui, fatigués des mensonges versifiés, des entêtements de la queue romantique, se retranchent dans l'étude de la nature, descendent jusqu'aux classes les plus basses, s'affranchissent du beau langage qui ne saurait être en harmonie avec les sujets qu'ils traitent, y a-t-il là dedans les bases d'une école? Je ne l'ai jamais cru. Même s'il reste sceptique, on peut quand même noter une forme de lassitude à l'égard de l'esprit romantique, ce qui entre bien en résonance avec Stendhal qui, je vous le rappelle, se moque de son héros lorsqu'il devient trop sentimental. La réaction de rejet à l'égard du roman un peu idéaliste, produit fade du romantisme, est particulièrement visible chez Flaubert. Il en moque les invraisemblances et les clichés dans Madame Bovary, publié en 1857. Je vous laisse retrouver l'extrait dans votre brochure et constater comment l'écrivain flaubertien raille le romantisme avec des phrases comme « Il habitait la contrée bleuâtre où les échelles de soie se balancent à des balcons sous le souffle des fleurs dans la clarté de la lune. » Une remarque par rapport à ce roman réaliste, traduit en justice pour offense à la morale publique, c'est le fait que Flaubert ait souhaité faire, je cite, un livre sur rien, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Comme il le dit à Louise Collet, sa maîtresse, dans sa correspondance en 1852, il veut mettre l'accent sur la forme plutôt que sur le fond. Il souhaite, je cite, un style qui serait rythmé comme le vers, précis comme le langage des sciences, et avec des ondulations, des ronflements de violoncelle. Ceci explique pourquoi Flaubert avait un gueuloir et pourquoi il scandait chaque phrase. Flaubert, comme Balzac, s'intéresse aux basses classes sociales, mais il diffère quand même de ce dernier. Son style est travaillé à l'extrême, il refuse la position de romancier démiurge omniscient, et il ne veut ni commenter ni théoriser. Flaubert souhaite simplement montrer.
Autre différence majeure avec Stendhal ou Balzac, le héros flaubertien se rapproche d'un anti-héros. La médiocrité de la société semble le contaminer, à l'image de Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale, roman publié en 1869 et dont vous avez un extrait dans votre brochure. Ce roman est une étude du milieu de la bourgeoisie parisienne sous Louis-Philippe. Cependant, dans L'éducation sentimentale, qui fait, je cite, le portrait moral d'une génération, les personnages sont spectateurs plutôt qu'acteurs de leur destinée. Je vous parlais de Frédéric, relisez l'extrait qui rend compte de son désœuvrement, et vous verrez à quel point il est poussif. On est bien loin d'un Rastignac balsacien rempli d'énergie désirante. Le réalisme est donc né d'une réaction contre le sentimentalisme romantique, et il se caractérise par une volonté de représenter le plus fidèlement possible la réalité avec des personnages issus des classes moyennes ou populaires. Cette peinture du réel s'accompagne d'une critique acerbe de la société de l'époque. Pour la conclusion, je vais m'appuyer sur des passages extraits de la préface de Pierre et Jean, roman écrit par Maupassant et publié en 1887. Cet auteur tourmenté, disciple de Flaubert, analyse le rapport que les réalistes entretiennent avec la réalité. Je le cite. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision la plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Ceci explique pourquoi faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. Pour Maupassant, plutôt que de parler d'écrivains réalistes décrivant bêtement la réalité, il faut parler d'illusionnistes.